La Première Guerre mondiale a fait des millions de victimes et bouleversé l'Europe. La littérature s'est muée en porte-parole d'une période tumultueuse, les écrivains s'armant de leurs cahiers pour défendre leurs valeurs, certains aussi en tant que soldats, d'autres en tant que reporters, d'autres à l'arrière, etc. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, aussi dite la Grande Guerre, a été une source d'inspiration majeure qui a donné lieu à des romans, des pièces de théâtre, des poèmes. Écrire la Grande Guerre s'est donc faite à des fins diverses, pacifisme, patriotisme, et a entraîné plus ou moins d'engouement. Toujours est-il que la vision des écrivains vis-à-vis du conflit a bouleversé la littérature, devenant plus qu'une recherche de la véracité des divers témoignages. Alors quand on parle de grands auteurs, je parlerai des écrivains combattants ou non, dont les ouvrages ont marqué le conflit et ont connu une certaine postérité, y compris les auteurs durant la guerre, à l'image de Pierre Loti ou d'un Apollinaire, et bien d'autres. Les grands auteurs s'assimilent aussi aux ouvrages publiés dans les décennies qui ont suivi le conflit à propos de la Grande Guerre. On peut délimiter la littérature de la Première Guerre mondiale à travers différentes vagues. Une première entre 1914 et 1918, marquée par les écrits des écrivains combattants, comme on les appelait, qui racontent leur vécu et l'horreur du conflit. Dans les années 1920, on assiste à une vague de désintérêt pour les ouvrages, puis un renouveau teinté de fiction dans la décennie suivante. Nous reviendrons plus en détail sur cette chronologie. Nous allons donc essayer de comprendre comment la littérature de guerre apparaît comme essentielle pour la discipline historique à travers le regard des grands auteurs et comment ce travail s'est-il constitué. Dans un premier temps, nous verrons qui sont ces grands auteurs à tous les échelons. Dans un second temps, nous analyserons comment ils ont raconté l'horreur. Enfin, nous comprendrons comment et pourquoi cette littérature a été plus ou moins populaire au fil du temps. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qui sont ces auteurs. On va voir qu'ils sont à tous les échelons et certains au cœur de l'action. De nombreux écrivains ont été appelés sous les drapeaux comme Péguy, Alain Fournier, Jean-Richard Bloch ou Georges Duhamel. D'autres se sont portés volontaires comme Henri Barbusse, Léon Werth, Roland d'Orgelès, Jean Cocteau ou Guillaume Apollinaire. L'ampleur de cette mobilisation a d'ailleurs entraîné la création en novembre 1914 d'un bulletin des écrivains de 1914 pour conserver un lien avec ces écrivains soldats. La plupart des auteurs partis sur le terrain ont retranscrit leur expérience à travers des journaux intimes, des correspondances qui ont été conservées par les familles. Ils ont en effet publié leurs récits après le conflit. Certaines collections ont même émergé entièrement dédiées aux récits sur la Grande Guerre. Cette forme de littérature, elle a connu un grand succès parce qu'elle vient d'en bas, elle vient des soldats, comme Le Feu de Barbusse, prix Goncourt 1916, nous y reviendrons, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Ce succès poussa d'autres jeunes auteurs moins connus à publier leurs récits comme Maurice Genevoix, Pierre Drieux La Rochelle, Ernst Jünger et Orage d'Acier, car si certains écrivains sont devenus soldats, certains soldats sont devenus écrivains. Nous reviendrons plus tard sur la manière dont le conflit y a été raconté. Certains ne sont pas partis, mais ont développé des écrits au service de la nation, comme les pamphlets contre les Allemands d'André Suarez ou le patriotisme des chroniques de Maurice Barrès dans l'Écho de Paris. Certains auteurs se sont mis en retrait, au contraire, comme Romain Rolland resté en Suisse, qui avec un groupe d'auteurs fonda des revues pacifistes et internationalistes. À l'arrière, et pour parler d'une femme forte, comment ne pas évoquer Colette, romancière et autrice de nombreux articles. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a déjà une certaine renommée avec la série des Claudines et elle va relater des conditions matérielles de la vie parisienne pendant la Grande Guerre. Elle va même accompagner une patrouille dans la forêt de Rambouillet en 1915 qui vient en aide aux soldats blessés, épisode qu'elle raconte dans le journal Le Flambeau. Dans un second temps, nous allons voir comment ces auteurs ont parvenu à raconter l'horreur avec d'abord une nature des textes très variée. Et c'est la rupture provoquée par la Grande Guerre et la guerre de position qui a poussé les hommes à écrire des textes qui ont pu prendre différentes formes. Surtout via une correspondance, principal contact avec l'arrière, mais cette forme d'écriture pouvait se montrer parfois frustrante à cause de l'incompréhension de ceux restés à l'arrière, mais aussi une forme d'autocensure pour ne pas inquiéter les proches. Ainsi se développa un essor du journal intime qui plonge dans la psychologie du soldat. Mais le intime perd un peu tout son sens car souvent ces journaux avaient vocation à raconter leur expérience au plus grand nombre. Publiés après la guerre, ces récits ont participé à la cristallisation de l'identité du combattant. Se développèrent aussi durant la Grande Guerre la presse dite des tranchées, de la poésie, des fictions ou des essais.
Peu importe le format, pour les écrivains de 1914, seule l'expérience du terrain légitimait la véracité du conflit. On dénombre assez peu de textes pacifiques pendant la guerre, par ce problème de censure justement, mais surtout à cause du patriotisme de tous ces intellectuels. Les productions des écrivains combattants sont assez chauvines. On ne remet pas en cause l'aspect militaire de la guerre, au contraire. Ainsi, la frontière entre les témoignages du front et de ceux de l'arrière est moins évidente quand, au-delà de la volonté de témoigner, on retrouve dans le récit des combattants la volonté de donner un sens à l'expérience de guerre. Dans les ouvrages des écrivains soldats, justement, cet aspect est souvent accru. Par exemple, bien qu'il y en ait eu peu, le corps à corps constitue un sujet récurrent. Néanmoins, on présente l'ennemi comme un semblable. Tous les soldats connaissent le même destin. C'est pourquoi on met aussi en avant les scènes de fraternisation. Dans les 2 décennies qui vont suivre, on opte davantage pour la fiction qui traite souvent des conséquences humaines du conflit, comme les troubles comportementaux. Prenons à présent l'exemple de Guillaume Apollinaire qui écrit dans L'Adieu du cavalier « Adieu que la guerre est jolie » en août 1915. Ce poème porte sur la désillusion, la fatalité amoureuse, mais c'est aux antipodes d'un éloge du conflit. Apollinaire ressent au contraire une grande souffrance face au conflit, même si une certaine gaieté mélangée à de la mélancolie ressort de ses vers. Si certains, comme Apollinaire, donc, ont parfois tenté de dissimuler la noirceur de l'événement, la plupart tentent à montrer la réalité des tranchées. Maurice Genevoix, auteur d'une 50aine de romans policiers comme Rémi de Roche, prix Goncourt 1925, a été mobilisé au début du conflit. Il va s'inspirer de ses compagnons d'armes pour écrire son premier ouvrage, Ceux de 14, publié en 1949. Il consacra sa vie à rendre compte des valeurs ressenties au combat dans les tranchées. Solidarité, fraternité, dignité, etc. Il deviendra un académicien et il entre au Panthéon le 11 novembre 2020. Il sera parfois victime de censure, ainsi son ouvrage Sous Verdun s'est vu retirer une 30aine de passages. Mais la censure reste tout à fait relative en vue du nombre de récits qui circulent et sert davantage à informer sur l'état d'esprit des troupes auprès des autorités. Le premier roman publié pendant la Première Guerre mondiale, c'est Gaspard, de René Benjamin, prix Goncourt 1914, presque sous la forme d'un reportage, et il connaîtra un succès considérable. Mais l'ouvrage le plus célèbre, c'est bien sûr Le Feu d'Henri Barbusse, d'abord journaliste et novelliste, et qui s'engage dans le conflit en 1914. Il y décrit le quotidien miséreux des poilus de la manière la plus réaliste possible, poilus qui dans son ouvrage se transforme parfois en porte-parole de ses idées politiques. En fait, cette littérature de guerre a permis à la population d'apprendre ce qu'il se passait dans les tranchées, faisant du poilu le personnage central de la Grande Guerre. On retrouve même cet aspect dans la seconde vague de publications d'après-guerre, dans les livres de Léon Verte et surtout dans Les Croix de bois de Roland d'Orgelès, qui livre un récit bouleversant sur l'horreur de la guerre en 1919 qui lui vaudra gloire et succès. La mort est omniprésente dans cet ouvrage, réalisé à partir de notes et de correspondances, où il essaie de se montrer le plus objectif possible. Il écrit à propos de ses compagnons d'armes d'ailleurs, « Je vous ai entendu rire, jamais pleurer ». Enfin, nous allons voir comment cette littérature a été plus ou moins populaire au fil du temps. On l'a dit, les ouvrages des combattants ont voulu donner un sens à l'expérience de guerre, si bien que l'intérêt du grand public pour ces récits décroît de manière très rapide. On ajoute à cela la défiance des historiens vis-à-vis de cette littérature qui se préoccupe alors davantage des responsabilités de la guerre. Ce désintérêt va durer 10 ans. La décennie suivante est marquée par un renouveau de la littérature de la Grande Guerre. La plupart des écrits sont alors toujours ceux d'anciens combattants avec quelques différences. D'abord une touche romanesque entre 1928 et 1938. Ce ne sont plus des témoignages mais des romans. Par exemple, Le Grand Troupeau de Jean Giono, Voyage au bout de la nuit de Céline, La peur de Gabriel Chevalier. L'émergence de ces romans va participer au devoir de mémoire. De plus, cette littérature va traverser les frontières. Par exemple, Croix de bois de Roland d'Orgelès a été traduit en de multiples langues. Tout ça participe à l'accroissement de l'audience de cette littérature. Enfin, la dénonciation du conflit émerge de tous ces textes. Contrairement à ceux parus en temps de guerre, il y a plus cette dimension pacifiste. Seule exception, bien sûr, les ouvrages allemands, encore très ancrés dans le nationalisme.
Le succès de cette littérature de guerre s'accompagne également de polémiques, débats. En France, l'universitaire franco-américain Jean Norton Crue publie Témoins et du témoignage 1929 et 1930, ouvrage critique d'environ 300 livres français. Cette attaque contraste avec le succès que connaît la littérature de la Grande Guerre, prônant l'authenticité, la véracité, pour empêcher le retour d'un conflit. Or, pour Norton Crue, la guerre ne pouvait pas être à l'origine d'une fiction, la vérité prime, il condamne les artifices littéraires. Il classe ainsi les bons et les mauvais témoins sur une échelle de 1 à 5. Même si ces notations peuvent parfois manquer d'objectivité, ces deux livres ont participé à accroître l'intérêt des historiens sur 14-18, autrement que sous un angle politico-militaire. Parmi ses auteurs favoris, Maurice Genevoix. Ces ouvrages ont également participé à la victimisation de la figure du poilu qui apparaît aux yeux de tous comme un martyr. Les témoignages, bien que essentiels, riches, uniques, ne sont pas vraiment factuels et ont pu être remis en cause par certains historiens. Ils sont en effet des sources, mais ne sont pas nécessairement des preuves. Tout dépend de l'usage que l'historien en fait. Un témoignage n'est de surcroît pas nécessairement la finalité d'une œuvre. Ainsi, Roland d'Orgelès dit au sujet de ses récits de guerre « J'avais une ambition plus haute, ne pas raconter ma guerre, mais la guerre ». De plus, on pourrait remettre en cause la séparation entre les genres littéraires, les genres dans la littérature de guerre, qui voit au contraire émerger des formes mixtes, des articles et des romans mélangés. Ainsi, des ouvrages comme Clavel, Soldat de Léon Werth, ceux de Maurice Genevoix, Le Feu d'Henri Barbusse ou les livres de Georges Duhamel peuvent être assimilés à bien des genres, bien qu'on tente de les catégoriser. En effet, Le Feu est alors sous-titré Journal d'une escouade, mais beaucoup préfèrent laisser le libre arbitre de sélection du genre au lecteur. Ainsi, on parle souvent de récits de guerre à l'intersection de différents genres. Parfois, la présence au front d'un écrivain était largement mise en avant dans un but de promotion des ouvrages. Ainsi, une polémique accompagna l'œuvre de Barbusse, Le Feu, le communiqué de librairie ne citant pas des extraits du livre ou des critiques, mais des citations de l'auteur. Enfin, certains auteurs privilégiaient par ailleurs la propagande pour légitimer la guerre et afficher la supériorité de l'armée française face à ses adversaires. Julien Viaud dit Pierre Loti a 64 ans en 1914. Malgré son âge, il va parcourir le front et écrire au service de la propagande anti-allemande introduite par les autorités françaises. Il n'y a de ce fait aucune objectivité dans son récit. Ainsi, les grands auteurs ont tenté d'apporter un éclairage sur la Grande Guerre vécue par beaucoup d'entre eux, livrant pour certains de véritables œuvres littéraires. Encore aujourd'hui, la guerre continue d'inspirer les grands auteurs. Elle a en effet laissé une empreinte forte. Monument aux morts, récits de transmission, la Grande Guerre a cristallisé de nombreuses souffrances. Les romans d'aujourd'hui apportent en plus un recul. Leurs auteurs ont d'ailleurs au préalable un travail d'historien à effectuer, afin de se rapprocher de la vérité historique dans un premier temps, à l'image de Pierre Lemaître, qui rend hommage à ses prédécesseurs, en particulier d'Orgelès, à travers son livre Au revoir là-haut. Ainsi, la Première Guerre mondiale a créé une littérature à part entière.